Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Manuelle Lepout, je suis vice-présidente de l'Académie des technologies. Je vous remercie vraiment chaleureusement pour votre présence au webinaire de la Tech. Ce webinaire est organisé à l'occasion de la parution du rapport donc produit par l'Académie, par un travail collectif, comme toutes les productions de l'Académie des technologies. Aujourd'hui, nous avons donc comme intervenant Yves Lévy, que je suis heureuse de vous présenter, et Patrick Maestro. Alors Yves est professeur honoraire de santé publique et de santé environnementale à l'Université de Paris-Saclay, spécialisé sur l'évaluation et la gestion des risques sanitaires liés à la pollution chimique de l'eau. Il est également membre de l'Académie de médecine et de l'Académie de pharmacie. 3 académies. Patrick Maestro est secrétaire général d'Eurocase. Eurocase, c'est le réseau des académies de technologie européenne. Il a été le directeur scientifique de Solvay. Il a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la chimie et de ses applications. Alors maintenant, je vais leur donner la parole. Yves, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'Académie s'est intéressée au PFAS ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Eh bien, en fait, le problème des PFAS, c'est un gros problème en relation avec les technologies. L'Académie des technologies n'a pas voulu refaire un rapport de plus sur les PFAS, parce qu'il en existe déjà beaucoup, compte tenu de cette grande crise mondiale. Et l'Académie des technologies s'est intéressée à cette place des PFAS à l'intérieur de l'ensemble des technologies, ce qu'on va vous détailler un peu pour l'instant avant de répondre à vos questions. Et donc le contexte général, je vais vous le montrer rapidement avec une première slide. C'est un contexte dans lequel on a le problème de la production des PFAS. C'est au niveau de leur fabrication qu'une partie de la pollution se génère et diffuse dans l'environnement. On a ensuite le problème de l'utilisation de ces PFAS, dans de très nombreuses utilisations qu'on va vous détailler un peu plus tard. Et puis, toute la chaîne des usages qu'on peut avoir de ces produits. Et on verra ensuite, vers la fin, tous les grands enjeux liés à la fin de vie de ces produits. Donc, de très grands enjeux technologiques à l'intérieur de très grands défis économiques, sociétaux et environnementaux. Donc, pour bien comprendre, Patrick, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision sur ce que sont vraiment les PFAS ? Eh bien, je vais essayer. Bonjour à toutes et à tous. Très modestement, parce que je sais qu'il y a autour de la table des gens qui connaissent bien mieux les PFAS que moi. Puis, il y en a peut-être qui connaissent moins bien, donc ça fera un équilibre. Donc, dès que vous avez une chaîne, un groupement CF2 ou CF3 dans une chaîne carbonée, vous avez un PFAS, molécule paire ou polyfluoroalkylée. Paire lorsque la chaîne carbonée est totalement fluorée et poly lorsqu'elle l'est partiellement. Alors, c'est à peu près plus de 10 000 molécules, 10 000 composés, sous toute forme de molécules, sous toute forme de fonctions, acide, alcool, tensioactifs, des élastomères, des polymères. Et le fait d'englober toutes ces molécules dans la même dénomination est à mon avis, bien trop large, parce qu'il faut distinguer, et vous devriez avoir ça sur un slide, et de toute façon, vous avez tout ça dans le rapport, les polymères solides et très résistants, de ce que j'appelle les petites molécules, elles font quand même 500 grammes par mol en général, comme les PFOA, PF7 ou le trifluoroacétique, avec des facteurs de risque et de toxicologie totalement différents. Donc, vous pourrez voir aussi dans le rapport les différents types de molécules. Dans tous les cas, ces molécules fluorées sont très difficiles à minéraliser et ne sont pas biodégradables naturellement, donc ça en fait des polluants persistants à l'échelle planétaire. À chaque fois qu'on va utiliser une molécule fluorée, il est important de caractériser la substance en question, sa composition, sa structure, sa fonction, et d'étudier précisément la toxicité, la mobilité, le potentiel de bioaccumulation, parce que c'est comme ça qu'on définira l'impact environnemental de chacune des molécules PFAS, dont je rappelle, ils sont très différents. Merci. Et maintenant, quelles sont les grandes utilisations de ces PFAS ? Pourquoi il y en a autant et où sont-elles utilisées ? Alors, parce qu'il y a beaucoup de polymères PFAS qui sont utilisés. Les principaux sont le PTFE,
le téflon. Vous avez tous eu à un moment, je pense, dans votre vie, un rouleau de téflon en main, ne serait-ce que pour travailler sur votre robinet. Donc PTFE de polytétrafluoroéthylène. On a également d'autres polymères comme le PVDF, polyvinyl difluorure, qu'on va trouver dans les séparateurs de batterie, le CTFE, qui est un peu la même chose que le téflon, le polyfluorosulfonique acide, qu'on va trouver également comme conducteur ionique dans des membranes pour les piles à combustible, ou les caoutchoucs FKM, K comme Kunststoff, excusez mon allemand, qu'on va retrouver dans beaucoup d'applications de joints, de câbles, etc. Ces polymères ont des propriétés totalement exceptionnelles de stabilité thermique, de stabilité chimique, de propriétés électroniques également. Et on va les retrouver dans un grand nombre d'applications, pratiquement dans toutes les applications, que ce soit les applications industrielles ou des produits du quotidien. Donc vous les avez, et vous voyez sur le transparent une petite illustration de quelques domaines d'application: les cosmétiques, les textiles, les mousses anti-incendie, l'électronique, les lubrifiants, les joints, les véhicules, les avions. Pour avoir discuté avec certains d'entre vous autour de la table, un avion ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas, si on enlève tous les polymères fluorés qui sont constitutifs de joints, de câbles, d'éléments de batterie. C'est pareil pour une voiture. Alors, il faut noter aussi qu'on a quelques molécules actives en santé, en agro. Il y a à peu près 20% des médicaments qui sont des molécules fluorées, 50% dans l'agrochimie. Et effectivement, ces molécules peuvent, contenant des groupements fluorés, peuvent générer des PFAS persistants dans l'environnement lors de leur décomposition. En conclusion, des polymères fluorés, il y en a partout. Il est très difficile de s'en passer, souvent faute d'alternatives pour la même fonction. Et on va de l'essentiel à du fonctionnel, de l'essentiel inévitable, faute d'alternative à la date, à du fonctionnel pratique, mais sur lequel on peut avoir des solutions de remplacement ou carrément l'éviter dans des domaines comme la cosmétique, la peinture ou les phares de ski. On aime bien aller vite en ski, mais si c'est au détriment de l'environnement, on va pouvoir aller un peu moins vite. J'ai juste pris l'exemple du téflon puisqu'on l'utilise tous abondamment. C'est un polymère fluoré qui est utilisé dans des dizaines d'applications pour ses propriétés anti-adhésives, diélectriques, résistants chimiques. On va l'utiliser dans le domaine industriel, ne serait-ce que la fabrication, parce que c'est un revêtement inerte à des environnements très agressifs. Donc on va recouvrir des réacteurs. Et si on n'a pas des réacteurs performants, on ne peut pas produire. Il fonctionne de moins 100 à plus de 150 degrés à peu près, avec une structure très stable. Mais il peut contenir des résidus de synthèse, comme le PFOA, si ces molécules ont été utilisées à la synthèse. D'où l'importance d'un contrôle très strict des procédés de fabrication et de transformation. Et évidemment, il y a un risque de dégradation thermique lorsque le téflon est soumis à des températures supérieures à 300 degrés. Et donc, le traitement final, la fin de vie de ce type de molécules, comme tous les autres polymères fluorés, est extrêmement important, d'où l'importance de la collecte et de la destruction contrôlée. D'accord. Alors, maintenant, quels sont réellement les problèmes que posent ces molécules et en fait, quel est leur niveau de toxicité? Puisque c'est ce dont on parle beaucoup dans les médias. Mais est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, Yves? Oui, donc on voit bien qu'avec tous les usages qui viennent d'être détaillés, que c'est vraiment grâce à des PFAS qu'on a fabriqué des produits extrêmement importants pour de nombreux usages, y compris d'ailleurs les usages liés à la santé, dans l'hospitalier, etc. Donc, des très grands intérêts dans des tas de domaines. Mais, virgule, c'est là qu'arrive le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une crise mondiale. Cette crise mondiale, elle est liée à deux éléments fondamentaux qui sont la persistance dans l'environnement, c'est-à-dire qu'en fait, on a des molécules qui sont quasiment indestructibles, elles ont été d'ailleurs fabriquées pour ça. Et le deuxième point, c'est qu'en plus, il y a de la toxicité. Alors du coup, la pollution se retrouve partout sur la planète et dans les trois compartiments principaux de l'environnement que sont l'air, l'eau et les sols, et donc inévitablement dans ce qu'on appelle le biote, c'est-à-dire le vivant. Alors à l'écran, vous avez un exemple d'une
une campagne de mesure de la pollution dans le bassin Seine-Normandie, c'est juste un exemple, hein, pour vous montrer que vous avez des points qui sont verts, tout va bien, des oranges un peu rouges qui commencent à être un peu inquiétants, et des points cramoisis qui montrent qu'il y a vraiment des zones industrielles des points qui sont très pollués. Et ça, ce n'est qu'un exemple. On pourrait étendre sur l'ensemble de la France, voire l'ensemble de la planète, on va retrouver tout ça. Un autre exemple aussi, c'est la chose auquel on pense moins, parce que tout le monde parle de l'eau, parce que dans l'eau, on a des mesures, mais on ne parle pas souvent de l'air, et il y a aussi une pollution de l'air. Et ici, vous avez un exemple de données provenant d'études qui ont été faites dans plusieurs villes dans le monde. Selon que ce sont en vert des milieux périurbains, en jaune des milieux urbains ou en rouge des milieux industriels, et on voit que dans certains pays, les niveaux de contamination dans l'air sont absolument gigantesques. Donc ça veut dire que déjà, autour de nous, dans l'air, se trouve aussi la présence de ces molécules. Et donc il ne faut pas focaliser que sur l'eau, mais bien prendre en compte l'ensemble des expositions qu'on peut avoir. Puis un autre exemple, c'est l'eau de pluie, par exemple. Voilà une publication qui a sorti quelques données. Vous pourrez retrouver tout ça dans le rapport. Des données où on voit, par exemple, que sur ces prélèvements qui ont été menés dans une des villes en France, on atteint des niveaux de 80 microgrammes par litre, alors que la norme dans l'eau potable est à 100. Ça veut dire que déjà l'eau de pluie est déjà pratiquement à un niveau de contamination qui est celui de l'eau potable. Alors, attention, ce ne sont que quelques exemples, il peut y avoir des fluctuations temporelles, mais ça illustre à quel point le problème est extrêmement global. Et il va être global depuis le plus proche jusqu'au plus global. C'est-à-dire, en gros, on est comme dans toute la pollution chimique, parce que là, on parle des PFAS aujourd'hui, mais à côté, on devrait aussi parler de la pollution par les pesticides, de la pollution par les plastifiants, de tous les autres polluants qu'on connaît aujourd'hui, et dont la combinaison crée la toxicité. C'est ce qu'on appelle l'exposome lié à l'exposition à toutes ces molécules. Et donc, en termes toxicologiques, tout ça est rassemblé sur la figure suivante. Vous allez voir, c'est une synthèse courte. Vous avez d'autres rapports, notamment le rapport de l'Académie des sciences qui détaille un peu plus tous ces éléments. Mais on voit qu'aujourd'hui, on connaît des impacts à la fois sur l'immunité, avec des difficultés d'avoir des effets des vaccins qui fonctionnent bien. On a des effets sur la grossesse, sur le poids de naissance des enfants. On a des effets sur des systèmes métaboliques plus complexes. Donc, d'une part, les produits sont présents dans l'ensemble des environnements. Leur destruction est extrêmement difficile. Certains s'accumulent dans les graisses pour atteindre des concentrations toxiques. Et en plus, il y a des effets toxiques. Donc cette crise mondiale conduit à ce que, d'un côté dans la balance, tous les effets positifs qu'on a et qui sont très importants dans de très nombreux domaines doivent peser, mais de l'autre côté aussi, tous les impacts environnementaux et sanitaires créent l'ensemble de cette crise mondiale. Cela illustre vraiment un enjeu majeur d'une pollution locale et globale aussi. Alors, comment évolue la réglementation face à cet enjeu? Alors, tout le monde s'en préoccupe aujourd'hui. En France, on a une forte activité autour de ça, avec un plan national en 2023-2027, des interdictions déjà en cours sur les cosmétiques, les textiles, les fardes pour 2026, et puis des interdictions prévues dans l'avenant en 2030. Un contrôle accru des rejets industriels, une cartographie des installations identifiées comme source majeure de PFAS. Donc, il y a des actions très importantes et tout ça est en cours de réflexion. Tous les pays adoptent des mesures restrictives qui sont souvent plus focalisées sur les petites molécules, les PFOS, PFOA, comme on en a parlé tout à l'heure. Et c'est l'Europe qui envisage, pour l'instant, en particulier sous la pression des pays du Nord, une restriction plus large des molécules, polymères et usages, dans le cadre de REACH. Et tout ça est en cours de discussion, puisque, comme on l'a vu et comme on va le voir, les substitutions ne sont pas toujours possibles. Donc, si on supprime certains polymères, ça sera au détriment de la fonction. Oui, mais alors, y a-t-il des solutions et quelles sont-elles? Alors, c'est à quoi nous avons réfléchi. On voit 3 points essentiels. Développer des procédés sans molécules toxiques à la synthèse et lors de la durée de vie en général, lors de la chaîne de valeur, pour les polymères qui aujourd'hui n'ont pas d'alternative et pour lesquels on veut conserver la fonction. Limiter les utilisations au strict nécessaire, évidemment, et puis substituer quand c'est possible. Le problème de la substitution, c'est qu'elle doit être réalisée par des produits qui n'apportent pas de problèmes identiques ou de problèmes de toxicité
avérée, et qu'elle doit apporter la même fonction par rapport à la fonction du polymère. Donc, on a un très grand nombre de domaines qui sont concernés. Je vous les ai mentionnés tout à l'heure lors de la présentation des applications d'Epiphase, et une grande difficulté de trouver des solutions viables à performance identique. Alors, on a reporté tout cela dans un tableau que vous trouverez dans le rapport. Vous pouvez le voir à l'écran juste pour information et pour vous donner envie d'aller le lire. Pour chacune des grandes applications, on identifie les possibilités de substitution trouvées dans la littérature et surtout les échelles de temps pour une application industrielle de ces substitutions. Et il y a une vraie difficulté de passer ce que j'appelle une application putative issue d'un travail de laboratoire à une vraie substitution industrielle. Ceci dit, vous allez trouver dans la littérature des études détaillées, domaine par domaine, semi-conducteurs, batteries, médicales, hydrogène. Elles sont référencées dans le rapport également. Et vous voyez, vous verrez quand vous lirez ces études détaillées, toute la difficulté de trouver des solutions de substitution pérennes. Donc, un impact, il faut faire attention, pour revenir au problème de la régulation, à un bannissement trop rapide de certaines utilisations, si on veut garder la performance et si on veut garder l'utilisation. Je reviens sur les domaines majeurs comme le domaine de l'automobile ou de l'aéronautique. La substitution, elle est donc importante à travailler. Pour cela, il faut travailler avec une relation forte entre le monde académique et le monde industriel, parce que les solutions démarrent du monde académique et peuvent être développées par le monde industriel jusqu'à l'échelle d'utilisation, et également être partagées au niveau tout au long de la chaîne de vie du polymère et de son utilisation, donc depuis la synthèse avec des procédés respectueux de l'environnement, l'utilisation, la durée de vie, en évitant la décomposition, et la fin de vie, avec en particulier la collecte et le recyclage, en sachant que ceci est compliqué puisque, comme vous l'avez, je l'espère, compris, les PFAS sont partout et parfois on ne sait même pas qu'on a un PFAS, un polymère fluoré, en fonction dans un dispositif, que ce soit un avion, une voiture ou un dispositif électronique. Donc cette identification de la présence du polymère, sa collecte et sa fin de vie dans des conditions de traitement respectueuses de l'environnement est excessivement important. Et la technologie là est à développer, puisqu'effectivement, traiter un polymère fluoré en fin de vie, c'est de la haute température, c'est de l'atmosphère contrôlée, et c'est un traitement des effluents. Oui, en fait, c'est toutes les filières qui sont à reconsidérer, surtout les plans. Et une filière industrielle ne se modifie pas du jour au lendemain. Les solutions sont approuvées en labo, si je comprends bien. Les solutions sont aussi à vérifier qu'elles n'aient pas d'autres impacts environnementaux. Puis après, il s'agit de les développer de manière industrielle et de gérer en même temps les modalités de fin de vie. Alors, et là, il ne faut pas rêver, la plupart du temps, ça prend du temps, vous le voyez dans le tableau, c'est au minimum 5 ans par rapport à des solutions qui aujourd'hui sont dans les laboratoires. Mais effectivement, industriels et académiques doivent travailler très fortement ensemble. Mais je crois que ça, c'est un point très important que vous apportez dans le rapport, qu'on ne comprend pas toujours. Après, il y a autre chose, y a-t-il des solutions pour traiter l'environnement pour éviter cette toxicité, notamment dans l'eau, dans l'air, dont vous parliez tout à l'heure? Oui, en fait, aujourd'hui, un des grands problèmes, c'est la production d'eau potable, parce que maintenant, on a découvert beaucoup de ressources qui étaient contaminées. Alors, pas toutes les ressources, il ne faut pas non plus exagérer, mais beaucoup de ressources sont contaminées, avec parfois des petits villages qui se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir installer une unité de traitement, alors qu'avant, il y avait juste une pompe et un tuyau. Donc, c'est des enjeux financiers, des enjeux technologiques. Alors, pour l'eau, on a des méthodes qui sont par exemple la filtration sur du charbon actif ou sur certaines résines. Et jusqu'à présent, pour un certain nombre d'autres polluants, le charbon actif, il était régénéré, puis au bout d'un moment, il était mis en décharge. Là, l'idée de remettre en décharge des produits qui contiennent des PFAS, ce n'est plus possible.
parce qu'on ne peut pas remettre dans l'environnement quelque part un produit dont on sait qu'il est indestructible. Donc ça veut dire que ces procédés de traitement, il va falloir les payer, il va falloir les implanter, et ensuite il va falloir mettre en place aussi la filière de destruction derrière, ce qui rajoute un coût important. Donc pour l'eau, on a des technologies qui existent, donc ça représente des enjeux de temps, d'argent, d'investissement, de mise en place de la filière de destruction. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de dépolluer l'air et dépolluer les sols, parce que là, c'est tellement énorme, tellement large. Il y a aussi les sédiments dans les rivières. On a connu ça dans le passé autrefois avec d'autres molécules polluantes. Donc là, les enjeux sont beaucoup plus importants. Et comme les molécules doivent être chauffées à plus de 1000 degrés, la dépollution des sols, c'est aussi quelque chose d'absolument énorme. Donc voilà, là, on a un défi technologique qui est aussi... Il y a le défi technologique de la substitution, le défi technologique de limiter l'utilisation complète ou le remplacement par d'autres produits. Et puis, il y a le défi technologique de fournir à tout le monde et à un prix acceptable les procédés, les filières pour éliminer ces PFAS. Tout ça est très clair, même si on sent que la problématique est complexe. L'Académie, en général, après avoir fait cette analyse le plus complète possible, édite un certain nombre de recommandations. Est-ce que vous pourriez les partager? Peut-être, Patrick, tu pourrais commencer. Alors, on va se les partager, effectivement. On a réfléchi à ce qu'on pourrait faire comme recommandation basée sur ce qu'on a appris et ce qu'on anticipe de l'utilisation des PFAS. La première qu'on peut faire, c'est un besoin de communication. On voit bien qu'il y a un amalgame, à part le terme de PFAS, de par cette nomenclature, entre des molécules toxiques avérées et des polymères, par exemple, ou d'autres substances qui sont très stables et au contraire, si elles sont bien utilisées, n'apportent aucun risque, ou aucun risque avéré. Donc communiquer pour éviter les généralisations, former et informer, et en particulier les utilisateurs, parce qu'effectivement, ce point de la collecte dans le cadre à la fois du monde industriel, mais également du monde domestique, est très important. La deuxième recommandation qu'on fait, c'est de hiérarchiser les risques, donc un peu dans le même sens, en communiquant aussi, donc quels sont les critères précis d'évaluation de ces risques, évaluer ces risques par type d'application, par type de molécule, sur la base de critères précis, robustes, transparents et partagés. La troisième, c'est au niveau des procédés de fabrication. On a parlé avec des industriels, on sait qu'ils travaillent dessus pour avoir des procédés respectueux de l'environnement, n'utilisant pas les petites molécules. Il ne faut pas, qu'en supprimant les petites molécules à la synthèse, ils en mettent d'autres qui soient plus toxiques ou tout autant. Donc, travailler ces procédés et vérifier que ces procédés sont réellement inoffensifs au plan environnemental. Quand on parle de polymères indispensables, parce que pas d'alternative aujourd'hui et parce qu'on ne peut pas se priver de la solution qu'ils apportent. Donc, il faut évaluer tout ça. Quand est-ce qu'on peut se passer de la solution et avoir une solution alternative qui peut être un système qui fonctionne différemment, qui n'est pas la même performance, mais qui permet quand même d'avoir une utilisation. Donc, tout ça est à évaluer à chaque fois, avec des critères précis, comme toujours. Donc, lorsque la substitution ne vient pas avant 10-15 ans, mais que la nécessité d'utilisation du polymère dans le système est là, s'assurer que le procédé de fabrication et l'utilisation du polymère sont faits dans des conditions irréprochables. Et en lien avec ça, contrôler les importations, parce que c'est bien joli si les Français et les Européens respectent ces critères, mais qu'on importe des polymères pour de la fabrication d'objets ou des objets contenant des polymères fabriqués dans des conditions non respectueuses de l'environnement avec ces petites molécules et ce risque avéré d'avoir des diffusions de petites molécules, ça ne sert à rien. Donc, contrôle des importations avec analyse des produits ou des systèmes qu'il faut mettre en place, évidemment, mais les mettre en place assez rapidement si on veut avancer comme ça, sur la qualité du produit et le respect des normes qui sont faits par les produits importés. Et il y en a encore pas mal, même si on a des fabricants importants de polymères fluorés en Europe. Et c'est pour ça qu'on déroule les recommandations en fait dans le sens logique qu'on évoquait tout à l'heure, de la production jusqu'à la fin de vie, quoi.
Et par rapport à tous ces éléments-là, il y a le fait que les citoyens doivent être aidés dans les démarches et le fait qu'il y ait derrière tous les soutiens nécessaires à ce que l'ensemble de la filière fonctionne. Sinon, ça avancera pas. Et ça doit se faire au niveau européen, parce que chaque pays ne peut pas le faire individuellement. Enfin, il fera une partie. Mais là, on a vraiment un tel enjeu majeur que la prise en compte globale européenne doit être vraiment très importante. Donc là, Mais cohérente entre les pays, avec une cohérence. oui, bien sûr. La hiérarchisation, par exemple, chaque pays enfin, bien sûr, il peut y en avoir qui prennent l'initiative de drainer les autres, que ça arrive assez souvent au niveau de l'Europe. Mais les critères doivent être les mêmes, sinon on ne va pas s'en sortir. Et pareil, le contrôle aux frontières. Alors sinon, derrière, il faut qu'on puisse accompagner tout le monde dans les usages, parce que les gens ont très peur finalement maintenant. Il y a eu tellement d'informations sur les PFAS que les gens ne veulent plus utiliser forcément leurs instruments de cuisine en disant « Oh là là, on va être contaminé demain matin ». Ils ne savent pas que si la température n'est pas montée à un niveau trop fort, il n'y a pas de risque. Donc, il y a une information minimum à donner à tout le monde de manière à ce qu'il n'y ait pas à la fois une panique et qu'il y ait aussi des actions qui permettent de prévenir, de protéger la santé et de protéger l'environnement. Donc, accompagner les usages, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser les usagers seuls en face du problème, il faut leur donner des informations claires. Aujourd'hui, on parle tout le temps des PFAS, mais non. Il y a différentes familles, il y en a qui posent des problèmes, d'autres qui n'en posent pas. Il faut que ça soit clairement dit aux gens. Bien sûr, les interdictions. Donc ça, c'est ce que l'Europe prépare, hein. La France a déjà une loi qui a interdit un certain nombre de produits. L'Europe avance aussi et va développer des interdictions. Interdiction, en particulier dans des produits qui ne sont pas indispensables. Voilà, les produits pas indispensables, le fart pour les skis, on en parle tout le temps. Bien, ok, c'est très sympa de dérouler les pistes le plus vite possible. On le faisait avant peut-être un tout petit peu moins vite, mais c'est pas indispensable par rapport au risque pour l'ensemble de l'environnement. Donc il y a comme ça toute une série, dans cette hiérarchisation, on doit les retrouver dans les critères de hiérarchisation. Il y a ce produit est-il indispensable, je sais pas, je dis par exemple à un hôpital. C'est-à-dire que demain, on supprime ce produit, que devient la santé des malades dans l'hôpital? Donc, si on dit, bon, après tout, ça n'intéresse personne et ça n'a aucun intérêt, on peut s'en passer. Donc, en gros, ce n'est pas un travail si compliqué que ça. Il prend du temps, il faut réunir les spécialistes européens, mais c'est urgent. Tous ces éléments-là sont urgents vu l'ampleur de la crise existante. Bon, les marquages obligatoires pour aider les usagers. Aujourd'hui, personne ne sait si dans son, je sais pas moi, alors sa voiture, bien sûr, il y en a, mais dans certains objets, des robots de la maison, etc., est-ce qu'il y a des PFAS? Oui, ou des gobelets en plastique, enfin bon, est-ce qu'il y a des PFAS dedans? Donc, si l'usager a un marquage, il sait qu'il va devoir le mettre particulièrement dans une filière de récupération qui ensuite va arriver sur les éléments suivants. Donc ce marquage, il est indispensable. Alors on sait qu'on a déjà eu dans le passé et actuellement des difficultés à faire admettre des marquages obligatoires pour un certain nombre d'autres polluants, parce qu'on nous dit, vous savez, c'est compliqué, et puis ça va encore faire peur à tout le monde. Non, aujourd'hui, ce problème des PFAS, il exige que les choses soient très transparentes et très claires. Des règles d'usage très visibles aussi, et puis bien sûr l'aide au développement des substitutions. Après, vous avez, une fois que tout le monde a conscience qu'il faut rassembler ces déchets pour pouvoir les détruire correctement, il faut une filière de récupération, de tri et d'envoi sélectif vers des unités de destruction. Donc ces unités de destruction, aujourd'hui, on n'a pas d'autre procédé que de les chauffer à des températures extrêmes. Donc, ça veut dire des filières spéciales à mettre en place. Et c'est là où, dans les recommandations que nous faisons, c'est dire on n'a pas forcément besoin de développer une filière nouvelle spécifique, mais de s'appuyer sur les filières existantes dans la responsabilité des entreprises, où des choses existent déjà, pour que les professionnels augmentent cet aspect PFAS à l'intérieur de leur filière existante pour aller le plus vite possible. Et puis, remédier aux pollutions existantes, c'est un peu notre dernière recommandation. Là, ça veut dire que dans les pollutions aujourd'hui, et celle qu'on traite le plus et de manière la plus urgente, c'est la pollution des eaux pour la production d'eau potable. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de produits de traitement qu'on importe. Et donc, à dépendance nationale en matière de charbon actif pour traiter l'eau, si maintenant, et c'est pas si maintenant, c'est maintenant que le nombre d'unités augmente largement en France,
eh ben, il faut qu'on développe des filières de production de charbon actif très importantes en France, de résines spécialisées. Enfin, je dis la France, mais il y a l'Europe aussi, éventuellement, bien sûr. Et donc, cette indépendance nationale est très importante, et européenne, et puis améliorer toutes les filières qui existent aujourd'hui pour permettre d'avoir tous les outils disponibles pour s'attaquer à cette pollution, parce que les PFAS, ce qui est quand même très particulier, c'est qu'ils arrivent au sommet de la pyramide de ce qu'on connaît aujourd'hui sur la pollution chimique de l'environnement. On a tous entendu parler des perturbateurs endocriniens, des résidus de médicaments, des pesticides depuis tellement longtemps. Regardez, même le problème des nitrates, on a déjà eu du mal à le traiter depuis 40 ans, alors qu'on le connaît parfaitement. Là, on combine tout. C'est la pollution globale, les effets toxiques et la très grande difficulté à les éliminer parce qu'ils sont non biodégradables et qu'il faut les chauffer à très haute température. Donc, ça devient urgent, très urgent. C'est même pas que ça devient, c'est très urgent. Et il faut que l'Europe bouge de manière importante pour à la fois soutenir les usages indispensables et mettre en place toutes les filières de dépollution et des unités de production de PFAS indispensables qui ne polluent pas l'environnement. Très clair. Donc, vous retrouverez toutes ces recommandations plus détaillées et plus d'informations dans le rapport. Mais nous arrivons au terme de cet échange. J'espère qu'on a tous bien compris que les PFAS représentent aujourd'hui un défi immense, complexe, qui implique tout le monde, en fait. Bien sûr, les usagers, les industriels et tous ceux qui s'occupent de réglementation, par exemple. Ils ne doivent pas d'ailleurs faire oublier, comme tu l'as dit, les autres contaminants de l'environnement, les pesticides, les plastifiants, les nanoplastiques, les résidus de médicaments et j'en passe. Et c'est vraiment un des enjeux de l'Académie des technologies d'aborder ce type de questions et de formuler des recommandations très concrètes. Je vous rappelle donc que vous pourrez lire l'ensemble du rapport quand vous aurez le temps. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Je pense que le lien a été posté sur le fil chat. Bien sûr, maintenant, nous avons aussi un temps de questions-réponses direct. Donc, nos deux intervenants feront leur possible pour répondre au nom du groupe de travail qui a émis ce rapport. Donc, je vais essayer de lire certaines questions, de vous les relire, si j'y arrive. Alors, une question sur les réglementations déjà. Quel est votre avis sur les réglementations européennes qui visent à interdire les PFAS? Est-ce qu'ils vont être vraiment très prochainement interdits? Et comment l'industrie va pouvoir s'adapter? Alors, c'est très large comme question, puisque ça va dépendre des types de PFAS. J'espère que vous l'avez compris dans ce que Patrick vous a expliqué, mais peut-être tu peux apporter un complément. Patrick, Oui, cette alors, question, une précision? je ne suis pas devin sur ce que fera l'Europe. Simplement, l'industrie explique aussi ce qu'on a expliqué aujourd'hui et essaie avec transparence de démontrer qu'elle s'attache à fabriquer les polymères fluorés. Je reprends sur les polymères avec des procédés respectueux de l'environnement et avec un suivi, certaines industries d'application et du recyclage. En tout cas, on ne recycle pas forcément les polymères fluorés, il faut les traiter parce que ce n'est pas des polymères comme les polyoléfines, mais en tout cas un traitement de fin de vie. Donc, les industriels discutent avec la Commission européenne et pour essayer au minimum, tant qu'il n'y a pas de substitution avérée sur des applications essentielles, d'avoir les dérogations qui permettent de mettre en place les substitutions. Dans certains cas, il n'y aura probablement pas de substitution parce que les propriétés de ces polymères fluorés sont tellement particulières qu'il sera quasiment impossible de les remplacer à performance équivalente. Donc tout ça. Donc voilà, par rapport à ce que l'Europe fera, il y a aussi à harmoniser les visions différentes de certains pays. Donc ça prendra un peu de temps. J'espère qu'il n'y aura pas de bannissement intempestif sur des applications essentielles.
En fait, on est dans une logique qu'on a connue dans d'autres domaines, c'est-à-dire certains pays européens ont dit nous voulons l'interdiction totale, ce qui a permis de stimuler l'ensemble. Et ensuite, la Commission européenne a interrogé largement les pays membres. Et on arrive un peu à un schéma comme celui qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire on ne peut pas interdire du jour au lendemain, il va falloir du temps, et il faut laisser aussi à l'industrie le temps de faire de la substitution, mais il faut hiérarchiser les risques. Et je pense qu'en ce moment, c'est aussi le travail du dialogue avec les industriels et sur nous, certains usagers, de faire cette hiérarchisation. De toute façon, on n'aura pas les moyens, surtout vu la condition générale mondiale actuelle, on n'aura pas les moyens de faire tout ça très rapidement, on aura des moyens limités et il faut donc favoriser les plus importants. Donc, aujourd'hui, c'est aussi au rôle des industriels de savoir négocier correctement pour faire cette hiérarchisation et apporter la preuve qu'ils peuvent fabriquer sans polluer, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Alors, il y a une question indirectement sur ce sujet. Je ne sais pas si on peut y répondre facilement. A-t-on la connaissance des volumes? Alors, les volumes, hein. Je ne sais pas si c'est ça la question. Par type d'application, les volumes de, je ne sais pas des volumes de quoi d'ailleurs, de PFAS, hein, j'imagine. Par type d'application, alors en deux grandes catégories, fonctionnelles, incontournable versus fonctionnel uniquement pratique, j'imagine de confort. Ceci est pour mesurer les possibilités d'évitement via peut-être des campagnes d'information à destination tant des industries ou du grand public. Alors, je ne sais pas si c'est en Non, volume, nous, on je n'a pense pas que des- c'est en catégorie, le tableau que vous aviez fait. Nous, on ne Là. dispose pas des données, mais ça fait partie de ce qu'on évoque aussi dans la hiérarchisation. On rejoint un peu le même Ouais. thème, c'est-à-dire, en gros, quand on veut avoir un effet positif sur quelque chose, il faut évidemment aller chercher les sources de contamination les plus importantes, à la fois en volume, en quantité, enfin, je ne sais pas comment on va l'exprimer, mais déjà, en fait, on sait que dans la pollution, elle est venue déjà dans le passé majoritairement des usines de production. Donc, en gros, j'allais dire, pour certains polymères, peu importe le volume en aval, ce qui est important, c'est que l'usine en amont ne pollue pas. Donc, il y a ces cibles prioritaires. Il y a aussi des usages qu'on a fait, par exemple, pour les mousses anti-incendie, qui ont largement pollué autour de tous les aéroports. Donc, bon, maintenant, c'est fait. Donc là, l'important, c'est de supprimer complètement ces mousses. Et ensuite, de faire ce travail qui est évoqué, c'est-à-dire de répertorier par volume d'usage, d'abord de mettre les usages qu'on considère comme étant véritablement indispensables et sans alternative possible pour le moment, qui sont dans un espèce de domaine sanctuarisé. Et puis après, le reste, évidemment, il ne faut pas taper sur les quelques niches minuscules, il faut identifier les niches majeures. Mais toutes les pièces mobiles qu'on trouve aujourd'hui dans toutes les usines du monde, toutes les pièces mobiles des avions, de tout ce qui est, je vais redire mobile, tout ce qui bouge, contient forcément des petits bouts de téflon à l'intérieur, quoi. Donc, c'est très difficile à évaluer. Et la filière qui se mettra en place, grâce au marquage et grâce à la récupération, permettra d'améliorer aussi cette connaissance. Ok. Une question sur le traitement. Donc, quelles sont aujourd'hui les méthodes les plus efficaces pour détecter et traiter les PFAS dans l'eau? Quels sont les principaux défis techniques ou économiques à relever pour garantir une eau conforme aux normes sanitaires actuelles et futures? Vous avez abordé ce sujet assez rapidement. Est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions l'un ou l'autre? Oui, alors les techniques de traitement de l'eau, c'est la filtration sur du charbon actif. Donc, c'est du charbon qui est fabriqué à partir de noix de coco ou de bois et qui est rendu par des procédés assez confidentiels, super actifs. C'est pas le charbon qu'on trouve vendu dans les magasins de grande surface, hein, c'est du charbon spécial, bien contrôlé, et qui fixe une grande partie des polluants apolaires, les polluants qui sont peu solubles dans l'eau. Et parmi les PFAS, il y en a pas mal qui en font partie. Donc les molécules sont fixées sur le charbon. D'où le problème ensuite derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait du charbon. Et donc là, on rejoint la filière destruction-élimination. Il y a un autre procédé qui est une résine échangeuse d'ions. Donc là, c'est sous forme de petites billes de résine qui vont fixer à leur surface aussi ces polluants. Et là, on retombe sur le même problème. Qu'est-ce qu'on fait des billes une fois qu'elles sont utilisées? Alors, on peut faire des régénérations à condition de ne pas polluer. Et puis après, il y a la destruction thermique. Et puis le troisième procédé, ce sont ce qu'on appelle les membranes.
Alors, vous avez des membranes très fines qui s'appellent des membranes d'osmose, qu'on utilise aussi pour faire du dessalement d'eau de mer, qui ont une telle finesse de porosité elles séparent pardon, la majorité des molécules de l'eau, ce qui fait qu'on a l'eau qui passe purifiée d'un côté, et de l'autre côté, on a un concentrat. Problème, c'est que jusqu'à présent, le concentrat, on n'osait pas trop en parler parce que le concentrat, hop, on le rejetait quelque part dans la rivière ou on le remettait dans l'eau d'égout et puis ça partait vers la station d'épuration des eaux d'égout et puis plus personne s'en préoccupait. Sauf que là, on prend les PFAS dans l'environnement, on les concentre, on ne peut plus les remettre dans l'environnement. Donc ça veut dire là aussi, possibilité, j'allais dire presque du jour au lendemain, pas tout à fait, de mettre en place ces filières à membrane. Mais là où ça se complique, c'est que derrière, il faut mettre en place la filière de destruction des concentrats. Donc, vous voyez, technologiquement, on a des éléments, mais aujourd'hui, à cause de ce type de problème particulier, on a un surcroît de besoins technologiques pour aller vers une non-pollution des déchets des systèmes de dépollution. Donc, forcément, un coût pour tout le monde. Voilà, tout ça, en effet, va avoir un coût pour tout le monde. On avait une question aussi sur qui va payer. Est-ce qu'une taxation est envisageable? Sur quelle base? Est-ce que ça va être les collectivités ou les usagers derrière? La loi qui a été votée en France, la loi qui a été votée a prévu un volet sur le principe pollueur-payeur qui consiste à faire payer alors je vais dire les producteurs, les émetteurs de PFAS, parce que en gros, vous prenez les eaux usées d'une ville, c'est nous tous, quoi. Oui. Donc nous tous, dans ce qu'on fait dans notre quotidien, il y a un moment où on émet des PFAS. Ce qui veut dire tout ça se rassemble dans les égouts pour arriver à la station d'épuration, et ce qui sort de la station d'épuration tombe dans la rivière. Donc on mesure la quantité de polluants dans l'eau de la station d'épuration, mais aussi les stations d'épuration industrielles, où là, il y a des grosses émissions, à la fois dans l'air et dans l'eau. Et donc cette taxe prévoit, alors si elle va jusqu'au bout de son déroulé, c'est-à-dire la loi, les décrets, les applications, etc., prévoit un principe pollueur-payeur qui fait que les émetteurs payeront pour mettre en place toutes ces filières dont on parle. Voilà, mais le pollueur, là, peut être l'industriel ou l'usager final. Hein. On a bien compris oui. Voilà, donc tout le monde paiera un peu. C'est le principe qu'on trouve aujourd'hui dans le traitement de l'eau pour alimenter les agences de l'eau, dans lequel on paye dans notre facture d'eau une partie de la pollution, mais les industriels aussi, tout le monde. Alors, il y a une question sur le contrôle. On a parlé d'une recommandation qui demandait à ce qu'on contrôle les produits importés. Comment contrôler si les produits importés contiennent des PFAS, si leur teneur dépasse un certain seuil, et comment distinguer les différents types de PFAS, puisqu'on a vu que certains étaient nocifs et d'autres moins. Je vois deux points. Le premier, c'est les fiches caractéristiques du produit, la fiche d'identification du produit, et puis des contrôles aléatoires, hein, parce qu'effectivement, on va pas. Alors des fois, c'est pareil, il y a quand le produit arrive comme un polymère, c'est facile à voir. Quand le polymère est dans un objet, on ne sait pas forcément que c'est un PFAS, donc il faut faire des contrôles aléatoires. Ensuite, distinguer une molécule PFOA, PFOS d'un polymère, ça se fait avec des méthodes analytiques, donc c'est faisable, tout à fait faisable. Alors là, on a une question. C'est quelque chose qui existe déjà pour d'autres polluants. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui rend les choses assez compliquées, mais par rapport aux pesticides, c'est pas forcément plus compliqué, c'est la liste du nombre de molécules. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie des molécules cibles qui sont à peu près représentatives de l'ensemble. Parmi les plus connues, les plus polluantes. Et quand on parle de contrôler les produits en importation, c'est aussi l'agroalimentaire. Et ça, c'est compliqué. Donc, c'est le travail de la Direction générale des répressions des fraudes, avec les systèmes mis en place, qui doivent se rajouter un élément supplémentaire derrière. Et puis après, il y a la déclaration du vendeur de produits. Et donc, l'importateur est censé savoir si, dans le produit qu'il importe, il y a présence ou non de PFAS, sous forme solide ou sous d'autres formes. Ça peut être des graisses, ça peut être sous des tas de formes différentes. Il y a tous les vêtements imperméables, les parapluies, tout ça, tout ce qui est imperméable contient des PFAS. Ouais. Alors, justement, là, il y en a une question intéressante d'une classe de seconde de l'ICS Paris. Quels conseils pouvez-vous donner aux ados pour éviter de s'exposer aux PFAS dans leur vie quotidienne?
Voilà une question intéressante. Merci de nous l'avoir On posée. va remettre un Alors, slide déjà, avec tous les usages là. faire des conseils aux ados, c'est déjà difficile, surtout quand on est vieux. C'est le dialogue jeune-vieux, et je dis rien de plus. Non, mais en fait, ça rejoint l'ensemble des problèmes d'exposition aux produits chimiques. C'est-à-dire, en gros, par quoi sommes-nous exposés? Parce qu'on touche, à un contact cutané, parce qu'on mange et parce qu'on respire. Donc, ça veut dire que si on traduit ça de manière un peu plus compliquée, c'est-à-dire on ne met dans la bouche rien qui soit pas des choses contrôlées. Donc, on mâchouille pas son stylo, on lèche pas ses vêtements imperméabilisés, etc. Alors, évidemment, ça peut paraître un peu tout bête de dire ça, mais des gosses beaucoup plus petits que des adolescents passent leur temps à manger, à mettre tout dans la bouche. Donc, c'est une habitude qu'on garde. Et moi, j'ai vu quand même beaucoup d'étudiants en face de moi en train de mâchouiller leur stylo. Voilà, c'est des petites choses toutes bêtes. Donc, évidemment, chez soi, essayer de limiter, voire même interdire des objets en matériaux plastiques en général. Je pense par exemple aux bouilloires en plastique, enfin, parce qu'il y a aussi les plastifiants qui posent des problèmes. Mais pour ce qui est de la pollution de l'air, malheureusement, on respire tous comme on peut. Donc, on ne va pas sortir dans la rue en mettant un masque à charbon actif. Donc, l'idée, c'est, on rejoint un peu ce qui est général pour d'autres polluants, c'est d'avoir autour de soi un maximum d'objets qui se rapprochent du naturel, quoi, le moins transformé possible. Alors, je sais bien que là, on est un peu dans l'utopie, c'est très compliqué, mais avoir du bois, avoir du métal, avoir de la pierre. On va pas revenir à la caverne, mais on rejoint quelque chose d'un petit peu plus sain, quoi. Mais donc tu parles d'ingérence, mais est-ce que le contact aussi par la peau Oui, bien sûr. Alors là, on est rejoint le aussi problème des un cosmétiques. moyen. Ouais, on rejoint voilà, le problème des cosmétiques. Mais je pense qu'il Alors, faut que tu en parles. On peut éviter les cosmétiques. absolument, je l'avais oublié, mais c'est vrai. Alors là, Parce que les ados, bon, là, je vais pas me faire quelquefois. je vais pas me faire des copains parce que je vais me Bah oui, mais il faut confronter à tout ce que des centaines d'influenceurs essayent de faire tous les jours dans le monde, c'est-à-dire vendre des produits à se mettre sur la peau constamment, et surtout chez les enfants. Donc, chez les tout petits, jamais de produits sur la peau, hein, le strict minimum, parce que la peau de l'enfant perçoit beaucoup mieux, enfin, capte beaucoup mieux et absorbe beaucoup mieux un certain nombre de polluants. Et surtout, mesdames et messieurs les ados, s'il vous plaît, limitez le nombre de produits que vous mettez sur votre peau. Vous n'avez pas besoin de centaines de crèmes. Alors évidemment, les vendeurs de cosmétiques vont pas être contents avec ce que je dis, mais bon, ils ont compris, parce qu'il y avait beaucoup de PFAS dans les cosmétiques, et ils ont évidemment anticipé, ils sont en train de mettre en place des produits qui n'en plus contiennent pas. naturel, oui. Très bien. Voilà pour les ados. Il n'y a pas que ça, mais bon. Non, il y a d'autres choses, mais je pense Oui, il y a que c'est les un point important à. Oui, il y a les emballages aussi signaler. alimentaires, les boîtes à pizza, etc. Enfin, tout ça, c'est des éléments qui devraient être interdits, ou s'ils ne le sont pas déjà, qui devraient être interdits, parce qu'on peut s'en passer, quoi. Ouais. Et tant pis si on a un carton de pizza qui fuit avec de À, à Patrick que s'adresse plutôt cette question, quoique. Quels sont les principaux verrous scientifiques et technologiques à lever pour accélérer la substitution? Et comment éviter une substitution regrettable? On en a parlé un peu, c'est-à-dire ne pas remplacer par des molécules dont on ne connaîtrait pas les risques. C'est une question gigantesque parce que Voilà. chaque substitution va être un cas particulier. Et donc, le seul moyen de lever les verrous, c'est de se poser la question de quelle est la fonction du PFAS, du polymère utilisé, et comment, avec d'autres molécules, qui ne soient pas pires en termes de potentiel de pollution, mais encore une fois, les polymères fluorés, s'ils sont bien fabriqués, n'ont pas de problème, ne posent pas de problème, mais trouver à chaque fois la solution avec un assemblage de molécules ou de fonctions qui permettent d'avoir la fonction. Donc, il faut que l'industriel pose le problème, que ces équipes de recherche, en partenariat avec le monde académique, travaillent dessus et imaginent. Et je pense qu'aujourd'hui, les moyens de recherche qu'on a, en particulier avec les méthodes de modélisation de technologie haut débit, etc., peuvent permettre d'aller vers des solutions. Mais c'est à chaque fois, c'est chaque cas particulier qu'il faut traiter, poser le problème, qu'est-ce que je veux remplacer comme fonction? Est-ce que c'est une
un polymère, un autre polymère qui va donner la fonction, ou un autre type de produit, minéral, organique, je ne sais pas, et se poser en termes d'assemblage de la performance. Donc c'est à chaque fois, et il faut prioriser les domaines. Si on veut sortir le PVDF des membranes pour les batteries, quelle est la membrane qui donnera la même performance avec une batterie qui sera aussi performante sur le long terme et sans risque à l'utilisation. Donc c'est au cas par cas et c'est beaucoup de travail, beaucoup de partenariats académiques industriels, mais encore une fois entre les industriels depuis l'amont vers l'aval. Oui. Ouais. Et puis c'est la partie, là tu décris la partie recherche, puis après il faut Et puis le développement. développer, C'est pour ça que je parle des faire des industriels. pilotes, refaire des chaînes de Parce que j'ai vu dans ma vie, production nouvelles, etc. j'ai vu des milliers d'applications, de potentiels d'applications au laboratoire et qu'on n'a jamais réussi à Bien sûr. développer. Donc c'est ce dialogue qui est excessivement important. D'où Mais sinon, elle existe, parce que par exemple, mettre sur le marché un médicament, l'objectif c'est de soigner et il ne faut pas nuire. Et donc, on sait que c'est énorme tous les contrôles qui sont faits pour les effets toxiques des médicaments. Donc, aujourd'hui, on demandait à certains chimistes de fabriquer des molécules dans un objectif précis. Et on ne leur demandait pas en même temps est-ce qu'il y avait un impact environnemental et toxique. Et donc, c'est pour ça qu'on en arrive à ce type de problème. Donc, demain, dire il faut imposer un certain nombre de contrôles, et ça l'est fait aussi d'ailleurs pour les médicaments, de l'impact environnemental, eh ben, on a des batteries d'essai, on a les méthodes. Évidemment, ça rajoute un surcoût, ça rajoute le fait qu'on se plaint déjà trop d'avoir trop de normes, mais derrière, c'est la santé. C'est la santé de tout le monde, et pour moi, la santé n'est pas négociable. Ça, j'imagine. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des, des applications courantes, indispensables, où on ne voit pas encore finalement le bout d'une substitution possible? Et donc là, ça sera vraiment l'usage et la fin de vie sur laquelle il faut travailler. Il y en a, tu peux donner un ou deux exemples ou, Et je pense que pratiquement, on a parlé des membranes pour les batteries, sur les membranes pour les piles à combustible, donc dans le domaine de l'énergie d'une manière générale. Tout ce qui est joint, revêtement, en particulier l'application du téflon, CTFE, de ces polymères-là, il n'y a pas aujourd'hui d'alternative crédible. Alors on peut penser, quand on prend des réacteurs, à des réacteurs à matières différentes, mais aucun n'aura les mêmes propriétés que le téflon. Donc il faudra, si on veut remplacer le téflon, travailler à performance pour l'instant inférieure. Et donc, c'est ce qu'on a expliqué dans le tableau. Il y a beaucoup de potentiel, mais il n'y a pas de réalité industrielle fiable, performante, respectueuse de l'environnement qu'on puisse avoir à court terme. La plupart des applications qu'on a remplacées, c'est parce qu'on s'est passé de la fonction. On a perdu 10 km à l'heure en ski, ou on a peut-être moins de gloss dans les cosmétiques. Bon, le seul, c'est peut-être, j'en ai discuté avec un directeur d'aéroport, c'est les mousses, anti-incendie. Anti-incendie, Bah, ouais. ça mousse un peu moins, mais ça marche quand même. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Alors, est-ce qu'on peut mesurer la présence globale de PFAS, par exemple par le dosage du fluor? La personne dit, j'ai l'impression, à tort ou à raison, que l'on ne mesure actuellement que la présence de quelques dizaines de PFAS sur plus de 10 000. Oui, il faut faire la différence entre les contrôles de routine qui sont faits, les contrôles obligatoires. En particulier, là, on parle de l'eau, parce que c'est un secteur où il y a maintenant, dans la directive européenne, une liste de 20 PFAS à analyser, qui ont été choisis parce que c'était les 20 les plus présents, les plus habituels, rencontrés à des concentrations qui posaient des risques. Après, analyser tout l'ensemble, ça ne sert pas forcément. Le contrôle global du fluor, oui, c'est un paramètre qui existe, qui est ce qu'on appelle le PFAS total. Donc ça, c'est possible, mais ce n'est pas forcément indispensable pour certains usages. Donc, oui, on peut faire tout ce qu'on veut. Et alors après, il y a les laboratoires de recherche qui, eux, peuvent avoir des listes absolument gigantesques. Et je pense en France, par exemple, à l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire
de l'environnement, de l'alimentation et du travail, qu'il y a des laboratoires qui font des mesures avec une liste de molécules gigantesques qui permettent de faire des campagnes exploratoires pour savoir où en est le niveau de contamination. Et vous pouvez aller voir sur le site de l'ANSES, il y a un très gros rapport qui est sorti récemment, où vous retrouverez d'ailleurs toute une série d'indications sur les technologies de traitement de l'eau, mais pas seulement, les contaminations alimentaires. Et alors là, vous voyez la liste des molécules qui ont été analysées, c'est énorme. Mais on ne peut pas faire ça systématiquement pour tous les échantillons, d'autant plus qu'on sait qu'il y en a une partie d'une vingtaine, une trentaine qui constituent le cœur des grands enjeux actuels. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a entendu, c'est que tous les PFAS n'ont pas du tout les mêmes implications sur l'environnement. Oui, par rapport à... Donc, en fait, le sujet n'est pas de mesurer tout, justement, finalement. Non, Le sujet est de mesurer ceux qui sont... il faut des cibles, ouais. quoi, les meilleures cibles. On tombe en fait systématiquement dans il faut être pragmatique et intelligent dans l'ensemble, c'est-à-dire en gros pas dépenser de l'argent en folie parce que d'un seul coup c'est le grand boom, on parle que ça, mais cibler les choses les plus importantes dans l'objectif de protéger la santé et la santé environnementale. Et quand on parlait tout à l'heure du problème des polymères, par exemple, mais si on fabrique les polymères sans polluer, et que les polymères ne sont pas capables de relarguer quoi que ce soit, il n'y a plus de problème. Donc du coup, l'enjeu, il n'est pas de supprimer tous les polymères partout qu'on va trouver dans toutes les pièces mobiles du monde, mais de faire en sorte qu'on ait une usine ultra luxueuse qui ne laisse pas sortir un microgramme de perfluoré. Bon, c'est pas non plus impossible à faire, ça. Mais évidemment, c'est un enjeu mondial, parce que si on trouve encore à un bout du monde ou à l'autre bout une usine qui pollue complètement et qui vend un polymère pas cher, la pollution de cette usine-là, elle fait le tour de la planète et on la retrouve ici. Très clair. Alors, il y a une question, ça m'étonnait qu'elle ne soit pas posée. Et la voilà. Je crois que ça va être la dernière, puisqu'on va arriver au terme du temps imparti. On parle beaucoup de l'IA. Pour trouver des nouvelles molécules, alors magiques ou pas, mais là, la question, elle est magique. Que pensez-vous pour développer des molécules de substitution au PFAS? Alors ça, je crois que je l'ai dit quand j'ai parlé des substitutions. Ouais. Oui, tout à fait. Je reprends, alors. Non, mais bien sûr que l'IA pourra permettre de découvrir des molécules auxquelles on n'a pas pensé, en tout cas d'accélérer. Quand on dit 5 ans, 10 ans, peut-être que grâce à l'IA et sa capacité de modéliser, et encore une fois de faire du test à haut débit, nous permettra d'avoir des surprises, alors qu'aujourd'hui, on ne voit pas de solution. Donc oui, bien sûr, mais l'IA, c'est l'IA au sens soutien aux activités de recherche, c'est pour moi indispensable. Et oui, donc, dans le cas de la pharmacie, ça bouge. Bon, après... Il y a des gens qui vous expliquent qu'on va faire des choses extraordinaires. Voilà, le miracle, on l'attend encore un petit peu. Mais le mot magique, c'est pas ça. Parce qu'il y a non, c'est pas magique. Ça se construit et il y a des choses absolument impressionnantes qui se développent. Après, voyons le résultat derrière. Et en tout cas, c'est un outil devenu indispensable. Bon, je crois que là, on a écoulé notre temps. Il y a eu beaucoup de questions. Merci pour toutes vos questions. Je vous rappelle donc, si c'est un sujet qui vous intéresse et sur lequel vous avez besoin de creuser, n'hésitez pas à télécharger le rapport. Maintenant, il me reste à remercier Patrick Maestro et Yves Lévy pour cet exercice auquel ils ont bien voulu se plier. Merci à toi. C'est un plaisir. Merci Emmanuel. Merci à tous et à toutes.